Avant de nous dire adieu. Rien qu'en entendant ce titre, c'est toute une époque de jeunesse en France qui ressurgit, emplie de chansons d'amour envoûtantes. Et au cœur de tout cela se trouvait Jean Manson, l'américaine au cœur latin et à l'âme française. De Fais-moi danser à la chapelle de Harlem, sa voix résonnait autrefois dans des millions de cœurs à travers l'Europe. Mais cette lumière autrefois éclatante s'est aujourd'hui ternie. À l'approche des 80 ans, celle qui faisait autrefois taire les salles de concert par la tendresse de ses mélodies mène une vie tranquille et d'une tristesse bouleversante. Derrière ces chansons intemporelles, cette chevelure dorée et ce regard souriant, se cache une longue série de douleurs, de scandales, de maladies et d'abandons, des choses que peu osent affronter. La vie de Jan Manson est bien plus qu'une collection de tubes classiques. C'est une ballade mélancolique qui s'étire sur plusieurs décennies. Du glamour au projecteur. Jean Manson est née Jean Ann Manson à Cleveland, dans l'Ohio, en 1950, mais elle n'a pas tardé à quitter le sol américain. Ayant passé une partie de son enfance au Mexique, elle a grandi au rythme des sons latins et des scènes de rue colorées. Elle a appris à parler couramment l'espagnol et à absorber les traditions musicales locales qui allaient façonner son identité artistique. À l'adolescence, elle est retournée aux États-Unis, où elle s'est inscrite à des programmes prestigieux d'art dramatique, dont le célèbre Actors Studio de New York. Mais son véritable tournant ne vient pas du théâtre, mais d'un centre de magazines brillant. En 1974, à l'âge de 23 ans, elle pose nue pour Playboy et est élue Miss Out. Ce seul shooting photo la propulse sous les projecteurs, mêlant admiration et controverse. Le public ne savait pas s'il avait affaire à une artiste sérieuse ou à un simple joli minois. Mais Jeanne n'a pas tardé à prouver qu'elle avait bien plus à offrir que sa beauté. Peu après, elle fait ses valises pour l'Europe, choisissant Paris, une ville réputée pour accueillir les réinventions artistiques. La France, friande de chansons et de stars internationales, l'accueille à bras ouverts. Avec l'aide du compositeur Jean Renard, elle enregistre, avant de nous dire adieu en 1976, une ballade déchirante qui se vend à plus de 600 000 exemplaires et consacre son statut d'icône majeure de la musique française. Sa voix, à la fois douce et pleine d'émotion, touche profondément le public français. Au fil des années suivantes, Jean Manson enchaîne les succès et devient une figure familière en France. Elle apparaît à la télévision, pose pour des magazines et s'essaie même au cinéma français. Mais elle n'est pas qu'une star de la pop. Elle incarne une certaine féminité dans un monde en pleine mutation. Ses chansons abordent les thèmes de l'amour perdu, du désir et de la résilience, reflétant autant l'air du temps que son propre parcours en construction. Pourtant, sous le glamour, les voyages de luxe et les applaudissements, Jean commence déjà à ressentir le prix de la célébrité. La pression d'être constamment observée, de répondre aux attentes des autres, devient pesante. La fascination publique pour son passé chez Playboy la poursuit comme une ombre. Peu importe combien de fois elle tente de se réinventer. Elle ne peut y échapper et ne parvient pas à faire oublier cette image. Ainsi, la femme qui brillait autrefois sous les feux de la rampe commence à comprendre que ces mêmes lumières peuvent brûler. Une voix pour la France, un cœur en tourmente. Alors que le nom de Jean s'élevait dans toute l'Europe, elle semblait inarrêtable. Ses spectacles se réservaient des mois à l'avance, ses disques caracolaient en tête des ventes, et son visage s'affichait en couverture de magazines en France, en Belgique et en Suisse. Mais en coulisses, son cœur se brisait en silence, compromis après compromis. Sa première véritable histoire d'amour en France fut avec le charismatique producteur de cinéma André Djaoui. Leur relation était intense et riche artistiquement. Il l'encourageait à jouer, à explorer, à rêver plus grand. Mais l'intensité peut se révéler à double tranchant. Jean était passionné, André possessif. Ce qui avait commencé comme une collaboration a vite viré à la manipulation.
Leur amour était souvent obscurci par des conflits créatifs et de la jalousie. Il admirait son succès, mais le redoutait tout autant. Plus le public l'adorait, plus la tension grandissait dans leur intimité. En 1978, Jean tombe enceinte de sa première fille, Shirelle. Cela aurait dû être un moment de bonheur, mais il fut entaché par la trahison. Lorsqu'elle refusa d'apparaître nue dans un film auquel André était associé, choisissant la dignité personnelle plutôt que la pression, la riposte fut immédiate. Des producteurs, désireux de l'humilier, exhumèrent d'anciens clichés inédits de son shooting pour Playboy en 1974. Ce qui devait rester dans le passé devint soudain un scandale de une. Pour Jeanne, l'humiliation fut profonde. Le public dévorait les gros titres, mais peu se demandaient si elle avait eu son mot à dire. André ne lui apporta que peu de soutien, et leur relation s'effondra rapidement sous le poids du ressentiment et de l'exposition médiatique. Ce ne fut pas qu'une rupture, ce fut une fracture de la confiance entre une femme et l'homme qu'elle croyait être son protecteur. Pourtant, Jean fit le choix de la dignité. Elle s'investit pleinement dans la maternité. Shirelle devint son monde, une source de lumière dans une industrie qui ternissait souvent son esprit. Même si sa carrière chancela un temps, l'amour pour son enfant la maintint debout. Mais le monde, lui, ne ralentissait pas. Il y avait des tournées à honorer, des passages télévisés à assurer, et cette pression incessante de rester jeune, actuelle et désirable. En 1984, Jean épouse l'acteur français Richard Berry, espérant retrouver la stabilité perdue. Leur lien fut immédiat, deux artistes qui comprenaient le prix de la visibilité. Mais cette même compréhension devint vite une barrière. Être en couple, quand les deux sont célèbres, dira-t-elle plus tard, c'est comme vivre dans deux miroirs parallèles. On se reflète l'un l'autre sans jamais vraiment se rencontrer. Les jalousies éclatèrent, les carrières s'entrechoquèrent, la distance s'installa. 2 ans plus tard, le mariage prit fin. Malgré tout, Jean garda sa dignité. Elle ne dit jamais de mal de Richard dans la presse. Elle retourna simplement au seul rôle qu'elle pouvait contrôler, celui de mère. Après Shirelle, elle eut une seconde fille, Marianne, et bâtit discrètement une vie centrée sur ses enfants. Alors que les propositions à la télévision ralentissaient et que le regard du public se détournait, elle resta debout pour ses filles. Elle ne la verrait jamais flancher. Le lien entre Jean et ses filles devint la force discrète qui la porta à travers le chaos. Shirelle suivit les traces de sa mère en menant sa propre carrière musicale, tandis que Marianne se tourna vers la télévision. Jean ne rata jamais une occasion de les célébrer. Plus tard, en devenant grand-mère, elle trouva une nouvelle source de joie auprès de Liam, Luna Jean et la petite Adiel Rose, les 3 enfants de Shirelle. Elle les chérissait, pleinement présente dans leur vie, comme la célébrité ne lui avait jamais permis de l'être pour elle-même. Mais l'amour, le véritable amour romantique, continuait à lui échapper. Lorsque Jean atteignit la soixantaine, elle avait connu plusieurs relations, certaines tendres, d'autres décevantes, mais aucune ne dura. Il ne voulait pas être Monsieur Manson, confia-t-elle un jour. Il voulait que je sois quelqu'un d'autre. Elle tenta de s'adapter, de s'adoucir, de faire des compromis, mais la célébrité projette une ombre longue, et peu pouvaient rester debout à ses côtés. Finalement, elle chercha refuge loin des projecteurs. Elle s'installa dans le paisible village de Peralada, en Catalogne, en Espagne. Là, elle ouvrit une petite boutique de souvenirs et recommença à chanter pour de modestes rassemblements locaux. Plus de caméras, plus de presse, juste des chansons et du silence. Là-bas, entre les bâtisses en pierre et les oliviers, Jean trouva quelque chose qui ressemblait à la paix. Elle chantait pieds nus sur les places ensoleillées. Les applaudissements n'étaient de plus assourdissants, mais ils étaient sincères. Et pourtant, même là, des fragments du passé revenaient. Les amours brisés, les trahisons professionnelles,
les scandales qu'elle n'avait jamais tout à fait réussi à fuir. Ils flottaient comme de vieilles paroles qu'elle ne pouvait désapprendre. Car peu importe jusqu'où elle s'éloignait des feux de la rampe, le vacarme de sa propre histoire la suivait toujours. Et le plus triste dans tout cela, plus sa musique avait résonné fort, plus sa vie personnelle était devenue silencieuse. Célébrité, scandale et silence. Lorsque Jean Manson entre dans la soixantaine, elle a déjà traversé presque toutes les tempêtes que le monde du spectacle peut inventer. Mais rien ne pouvait la préparer à ce qui allait suivre, une controverse publique qui rouvrit de vieilles blessures émotionnelles, jeta une ombre sur son héritage et la projeta malgré elle au cœur d'un tourbillon médiatique. En 2021, Colleen Berry-Rostman, la fille de l'acteur Richard Berry issue d'une précédente relation, porta de graves accusations liées à des événements qui auraient eu lieu dans les années 80. Ce qui choqua encore davantage, c'est que le nom de Jean Manson apparut dans le récit de Colleen. Pendant la période où Jean et Richard étaient mariés, de 1984 à 1986, Colleen affirma que Jean n'avait pas su dénoncer certaines dynamiques inappropriées au sein du foyer. Au lieu d'offrir une protection, elle aurait, selon ses dires, contribué à une atmosphère de silence et de déni. Ces accusations, bien qu'elles n'aient pas donné lieu à une poursuite pénale contre Jean, provoquèrent une onde de choc dans les médias français. Le ton de la couverture médiatique changea du jour au lendemain. Les émissions de débat spéculèrent à l'infini. Les gros titres devinrent plus durs et l'opinion publique se divisa. Pour une femme qui avait bâti sa carrière sur la musique, la grâce et l'expression émotionnelle, cette mise en accusation soudaine fut profondément déstabilisante. Richard Berry nia immédiatement les faits et déposa plainte pour diffamation. Jean, d'abord silencieuse, finit par répondre par l'intermédiaire de ses avocats, niant toute implication et affirmant fermement que les déclarations la concernant étaient fausses et préjudiciables. Pourtant, les retombées furent immédiates. Quelle que soit l'issue officielle, les rumeurs et les soupçons étaient difficiles à faire taire. Soudain, la femme derrière, avant de nous dire adieu, n'était plus célébrée pour son art ou sa sensibilité, mais vue à travers le prisme d'un passé réinterprété à la lumière du scandale. Les fans qui autrefois vibraient au son de ses ballades se mirent à douter de la réalité derrière son image publique. Son nom, jadis synonyme de romantisme et d'élégance, se retrouvait pris dans une tempête de gros titres qu'elle n'avait jamais cherchés. Puis, au moment où la controverse atteignait son paroxysme, la santé de Jean céda. En mai 2019, peu après une audience d'appel liée à la procédure judiciaire, Jean s'effondra. Il s'agissait d'une crise cardiaque. Les secours la transportèrent en urgence depuis le tribunal vers un hôpital voisin. Son manager confirma plus tard qu'elle ressentait des douleurs thoraciques depuis quelque temps, mais qu'elle les avait cachées, même à sa famille, par peur et par fierté. La symbolique était troublante. Alors que sa réputation était disséquée en public, son cœur physique lâchait, comme si le poids émotionnel avait finalement été trop lourd. Elle fut placée en soins intensifs et les médecins organisèrent une intervention d'urgence. L'espace d'un instant, le cirque médiatique fit une pause. Il ne s'agissait plus de rumeurs, il s'agissait de survie. Elle s'en remit. Mais quelque chose en elle avait changé. Le traumatisme de la mise en accusation publique, le coup émotionnel de la controverse et cette confrontation effrayante avec la mort laissèrent des traces profondes. Bien qu'elle soit retournée à sa vie discrète en Espagne, quelque chose s'était brisé, quelque chose qu'aucun applaudissement ne pouvait réparer. Jean Manson, autrefois adorée pour sa voix et sa vulnérabilité, semblait désormais porter un autre type de silence. Pas celui, posé, d'une diva, mais celui, plus lourd, d'une femme incomprise, blessée et doucement mise à l'écart. Pour une femme dont la chanson la plus célèbre est un adieu plein de mélancolie, ce chapitre de sa vie ressemblait à un adieu que le monde avait écrit sans son accord. Maladie,
isolement et rémission. Après avoir survécu à la crise cardiaque de 2019, Jean Manson fut confronté à une nouvelle réalité, bien plus silencieuse, bien plus solitaire qu'auparavant. Son corps, jadis son plus grand allié sur scène, était devenu fragile. La femme qui dansait autrefois sous les projecteurs peinait désormais à traverser sa propre maison sans douleur. Mais ce n'était pas la fin de ses ennuis de santé. En 2020, alors que la pandémie de Covid-19 balayait le monde, une nouvelle crise surgit. Jean commença à ressentir d'intenses douleurs aux jambes, au point que rester debout devenait insupportable. Ce que les médecins découvrirent ensuite fut terrifiant. Une obstruction de 45 cm s'était formée dans son artère fémorale gauche. Une condition potentiellement mortelle nécessitant une intervention chirurgicale urgente. Elle dut quitter son paisible village espagnol. Et pourtant, le poids émotionnel de l'isolement fut plus dur que n'importe quelle opération. L'Espagne, malgré sa sérénité, pouvait paraître douloureusement vide. Ses filles, désormais adultes et absorbées par leur carrière, la visitaient quand elles le pouvaient. Mais Jean, autrefois adulée par des millions de personnes, passait désormais la plupart de ses journées seule, ses compagnons les plus fidèles étant de vieux disques et des coupures de presse de ses années de gloire. Les apparitions publiques devinrent rares. Elle ne se déplaçait plus pour des spectacles ou des interviews. La pandémie accentua encore sa solitude, et les cicatrices du procès continuaient de la hanter. Même les villageois qui la respectaient gardèrent leur distance, ne sachant pas s'il fallait la considérer comme une star déchue ou une voisine fragile. Jean confia, dans une rare interview, qu'à ce stade, l'amour n'était plus qu'un souvenir, plus qu'un espoir. « J'ai fait fuir les hommes, » dit-elle avec un sourire triste. « Pas parce que j'étais trop, mais parce que j'avais déjà trop vécu. » Aucun ne voulait rivaliser avec les fantômes de son passé. Et bien qu'elle ne le dise jamais à voix haute, la vérité flottait entre ses mots. Elle regrettait d'être moins aimée. Le soir, elle visionnait souvent ses anciennes prestations sur un petit lecteur DVD. Se revoir dans les années 1970, rayonnante, puissante, intacte, était à la fois une consolation et une peine. Elle avait goûté à tout ce que la célébrité pouvait offrir, et maintenant, alors que sa santé déclinait et que son nom disparaissait des gros titres, elle prit conscience d'une réalité brutale et indéniable. La célébrité, semblait-il, ne l'avait jamais vraiment aimée en retour. Lumière déclinante et rêve persistant. À Peralada, les jours s'écoulent lentement désormais. Âgée de près de 80 ans, Jean Manson vit dans une maison modeste, nichée derrière sa boutique de souvenirs, qui n'ouvre plus vraiment à heure fixe. Les touristes ne la reconnaissent que rarement, et cela lui convient. Les foules qui criaient son nom ont disparu. Ses derniers albums sont passés inaperçus. Les invitations aux émissions télévisées ne viennent plus. Même les magazines People l'ont oublié. Le silence qu'elle désirait tant dans sa jeunesse s'est installé dans sa vie comme un brouillard, épais, immobile, parfois insupportable. Ce qui reste, ce sont les souvenirs, à la fois étincelants et sombres. Les murs sont tapissés de vinyles encadrés et de vieilles photos de concerts. Des affiches des années 70, où elle sourit, jeune et magnétique, sont glissées dans les coins de la boutique comme des reliques d'une fois oubliée. Parfois, un fan entre, stupéfait de découvrir que la femme derrière la caisse est cette Jean Manson. Elle sourit poliment, offre parfois une dédicace, mais n'encourage guère la conversation. Elle a compris que la nostalgie a des bords coupants. Ses filles, Shirel et Marianne, viennent la voir quand elles le peuvent, souvent accompagnées des petits-enfants. Liam, Luna Jean et Adiel Rose. Pendant quelques jours, la maison résonne de rires et de l'odeur des plats faits maison. Jeanne cuisine, chante des berceuses en français et en espagnol et regarde, les yeux embués, sa famille danser dans le jardin. Mais une fois partie, la maison retrouve son calme habituel. L'écho du bonheur persiste,
Mais ce n'est qu'un écho. Malgré tout, Jean n'a pas renoncé à la beauté. Elle s'habille encore avec soin. Ses longs cheveux, désormais argentés, sont brossés chaque matin. Elle se vernit les ongles en rose pâle. Parfois, elle fredonne en époussetant les étagères ou en pliant des foulards dans la boutique. C'est sa petite rébellion contre le désespoir. Sa façon à elle de dire « Je suis encore là ». Et pourtant, la tristesse est indéniable. Pas seulement à cause de la douleur physique, bien qu'elle soit constante. Pas seulement à cause du procès, du scandale ou des trahisons, mais à cause du poids d'une vie si longue, dont tant de moments ont été incompris. Jean Manson n'a jamais été qu'une blonde de Playboy. Elle fut une fille, une mère, une battante, une femme qui a survécu à bien plus qu'elle ne l'a jamais dit. Le public a aimé le fantasme. Peu ont cherché à comprendre la femme réelle. Ces dernières années ont été particulièrement dures. La pandémie l'a encore plus isolée. Sa santé décline. Parfois, elle oublie des choses. Parfois, son corps tremble. Son médecin passe désormais chaque mois. Et bien qu'elle n'en parle pas ouvertement, ceux qui l'entourent le savent. Elle se prépare, à sa manière discrète, pour le dernier rideau. Mais une lueur d'espoir subsiste en elle. Elle dit croire aux âmes sœurs, même si la sienne ne s'est jamais montrée. Elle croit au pouvoir guérisseur de la musique, même si elle ne la chante plus. Elle croit que, peut-être, quand le monde lui dira enfin adieu, on se souviendra de plus que les photos ou les scandales. On se souviendra des chansons, de la force, de cette femme qui, même au plus bas, n'a jamais cessé d'essayer. Car même quand les lumières s'éteignent et que la scène est vide, la voix de quelqu'un qui a vraiment vécu ne disparaît jamais complètement. Alors ralentissons un instant, respirons et laissons tout retomber. Les sons, les souvenirs, les combats silencieux que personne n'a vus. L'histoire de Jean Manson n'est pas qu'une affaire de célébrité et de chute. C'est une route longue, sinueuse, faite de beauté et de blessures. Elle a été adorée, trahie, célébrée, oubliée, mais elle a traversé tout cela avec grâce. Et peut-être est-ce là son véritable héritage. Pas les disques, pas les gros titres, mais la résilience discrète d'une femme qui a continué à chanter malgré la tempête. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner. Dites-nous en commentaire quel moment du parcours de Jean vous a le plus ému.